Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. La Guinée opte enfin pour la numérisation des modes de paiement des taxes et impôts. Le ministre du Budget, par cet outil, cherche à davantage sécuriser les recettes dans notre pays. Dans le secteur de la santé, une nouvelle structure vient d'être installée pour la gestion de l'aide extérieure. Elle servira d'unité de coordination des différents programmes. Les détails dans ce journal. Culture, l'histoire du Fouta théocratique relatée dans un livre. Le combattant et le saint parlent du Fouta au XVIIe et XIXe siècle. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. La Guinée multiplie les initiatives pour la modernisation de son administration fiscale. Un accent particulier mis sur la digitalisation du paiement des impôts et autres taxes. Le service est déjà opérationnel et devrait permettre à l'avenir une contribution plus sécurisée. Le mécanisme vient d'être présenté aux acteurs privés. Reportage Mohamed Seyarsouma. Le gouvernement guinéen attache du prix à la modernisation de l'administration fiscale. Cela se justifie par la digitalisation du paiement des impôts et taxes. Le système est dénommé e-tax et devrait renforcer le rapport entre l'État, les banques et le secteur privé. Pour accéder à cette plateforme numérique, l'opérateur économique est d'abord tenu d'avoir son numéro d'immatriculation fiscale, une première dans le pays sur l'initiative du ministère du Budget. Ce nouvel outil va permettre aux contribuables de télédéclarer sur Internet et télépayer sur Internet. L'avantage que tirent les opérateurs économiques, c'est qu'ils sont dispensés de rencontrer des agents des impôts, dispensés de rencontrer des agents des banques. Tout peut se faire en ligne. Ça leur donne un avantage en termes de temps, un avantage en termes de coût. Et même ça peut améliorer l'environnement bizarrement parce qu'on utilise moins de papier et moins de signatures. Le système e-tax intègre les récentes innovations en matière de paiement des impôts. Avec cet outil, les ressources financières seront davantage sécurisées. Une garantie défendue par l'opérateur technique. Nous disposons d'une forte expérience de presque une petite dizaine d'années dans des projets similaires dans des pays de la sous-région. Et comme l'a dit monsieur le directeur national des impôts, aujourd'hui l'outil guinéen bénéficie de l'ensemble de retours d'expérience qu'on a pu avoir sur différents projets similaires pour offrir finalement aux contribuables guinéens une solution à l'état de l'art. Pour garantir à l'ensemble des contribuables guinéens qui pourront réaliser leurs obligations fiscales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À travers ce nouvel instrument, le ministère du Budget passe désormais à la numérisation du recouvrement des impôts et taxes. Déjà, les partenaires adhèrent au processus. Aujourd'hui, tout se fait de façon électronique. Donc cette dématérialisation des procédures fiscales va réduire les contacts entre le fisc et les contribuables, donc améliorer le civisme fiscal et aussi garantir aux contribuables la qualité des documents qui lui seront remis. Cette phase du projet consiste à échanger sur les dernières évolutions du système e-tax. Une rencontre tripartite qui s'est soldée sur une belle annonce. Il s'agit du lancement de ce portail Internet en fin décembre 2020, selon le ministre du Budget. Autre sujet dans ce journal, le centre pilote de technologie industrielle dans le quartier Anta peine à se relever. Depuis 2 ans, les machines ne tournent plus. La dégradation inquiète les acteurs qui plaident pour la relance de ce centre spécialisé dans la fabrication des plateformes multifonctionnelles. Le constat avec notre reporter Abdul Karim Kamara. Sous la Première République, ce centre dit pilote jouait un rôle central dans le secteur de l'industrie, celui de transfert et de vulgarisation technologique. Mais voici 20 ans que cette fierté est stoppée. Avec le silence des machines, la cadence est aujourd'hui nostalgique. Au moins de leurs efforts,
Les derniers gardiens de ce temple de technologie tentent de cacher cette hibernation, mais la tâche est ardue. Comme vous le voyez, les machines sont vétustes, je le dis, et il y a la nécessité de moderniser un peu les équipements. Les travailleurs qui sont là, ils ont acquis beaucoup d'expérience et ils sont surtout motivés à aller de l'avant. Et c'est ce qui nous permet de faire des petits travaux que nous faisons actuellement. Nous avons essayé de réhabiliter, de mettre certains équipements en route. Depuis 2 ans, l'on est sur une dynamique de relance au ministère de l'Industrie en tenant compte des réalités de l'heure. Le centre pilote renaît petit à petit de ses cendres, comme ici, les bureaux en cours de rénovation. Côté production, avec les moyens du bord, des prototypes d'outillage sont fabriqués. Ce sont des étuveuses, des presses à briques et des chariots dans le cadre de l'assainissement. Au niveau du ministère, nous avons des jeunes cadres qui sont des techniciens qui vont être redéployés ici pour que non seulement les travailleurs fixes qui sont là, l'effectif soit rénové, mais également que le centre serve d'expérimentation pour les jeunes qui sortent et qui n'ont pas souvent les matériaux d'usage pour défendre leur diplôme, et le centre peut servir à ça. Ce processus de relance a déjà débouché sur des conventions entre le ministère de l'Industrie et certains partenaires techniques et financiers. Des partenariats pour améliorer ces prototypes, mais aussi relancer des outils et équipements industriels du centre pilote. Et puis, la Guinée entend ainsi renforcer la formation technique et professionnelle. Un programme d'implantation d'une filière en maintenance automobile vient d'être validé. L'idée vise à faciliter l'employabilité des jeunes diplômés. Reportage Alpha Isiagaba. Chaque année, de nombreux étudiants sortent des différents centres de formation professionnelle. Sur le marché de l'emploi, plusieurs parmi eux ont de la peine à s'insérer dans le milieu professionnel. Un constat que l'État guinéen compte corriger en initiant des formations techniques adaptées au marché de l'emploi. Dans cette salle, par exemple, un programme d'insertion des jeunes vient d'être validé. Le programme est axé sur l'implantation d'une filière de formation en maintenance de véhicules et engins de travaux publics niveau 4. Ce nouveau programme, c'est un nouveau en ce qui concerne nos établissements publics. Donc ça va nous permettre de compléter le niveau de diplôme de nos apprenants. Et aussi créer la main-d'œuvre qualifiée sur le plan professionnel. C'est vraiment d'implanter ce programme-là. Et un programme qui est élaboré selon l'approche par les compétences améliore l'employabilité des jeunes parce qu'on ne va plus former pour le plaisir de former, mais nous formons dans la dynamique d'insertion socio-professionnelle des diplômés. Pour ce programme, c'est le centre de perfectionnement aux techniques automobiles et mécaniques CEPERTAM qui est concerné. Les cadres de ce centre vont bénéficier d'une formation en technique de maintenance de véhicules et engins de travaux publics niveau 4. Le programme vise à doter les étudiants de compétences recherchées sur le marché du travail. Ceux qui sont formés ne sont pas formés à ce dont a besoin ou à ce dont ont besoin les entreprises. Donc c'est un peu ça la différence entre la formation reçue et les besoins du marché. Donc ici, aujourd'hui, c'est de mettre ces deux éléments en adéquation et puis produire un programme de formation qui puisse permettre aux jeunes d'être formés, mais d'être formés afin d'être employés. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aujourd'hui couvre 120 institutions de formation professionnelle publiques et privées. 120 institutions. Et booster les compétences, c'est parce que le programme au départ n'était pas bon dans beaucoup de cas. Et il faut revoir tous les programmes d'enseignement au niveau de tout le pays, et les revoir, les réviser afin qu'ils répondent à l'approche par compétence qui est vraiment un créneau, un passage obligé pour tout le monde. Ce programme est élaboré par le consortium ONFPP, BOSEJ CEPERTAM, sur l'initiative du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'objectif du programme
et de contribuer à l'employabilité et l'insertion sociale des jeunes. Dans le cadre de la formation toujours, l'éducation de base est aussi au cœur des priorités. L'état des lieux de ce secteur vient d'être présenté ce matin par le département de tutelle lors d'un atelier organisé par le Rotary Club de Conakry. Le rôle des acteurs non étatiques dans le développement a été également passé en revue. Le point avec Valérie Talimané. La rénovation des infrastructures scolaires et l'adaptation de la formation aux besoins du marché de l'emploi sont parmi les défis de l'heure pour le système éducatif guinéen. Comme pour apporter son appui, chaque mois de septembre, le Rotary Club de Conakry oriente ses activités vers l'alphabétisation et l'éducation de base à travers la rénovation ou la reconstruction des édifices d'enseignement. Cette année, l'accent est mis sur l'état des lieux et le rôle des acteurs non étatiques dans le domaine éducatif. Ce mois-ci est dédié à l'éducation et à l'alphabétisation de base. Nous mettons un accent particulier sur l'éducation et l'alphabétisation de base depuis 3 années parce qu'on a fait un constat que c'est un secteur qu'il faut vraiment accompagner, appuyer pour pouvoir contribuer au développement économique et local. Le niveau de formation des apprenants, l'état des lieux des infrastructures scolaires et les programmes d'enseignement dans les établissements secondaires et universitaires sont entre autres volets qui ont concentré les débats de cette table ronde. Un constat peu reluisant et les partenaires techniques et acteurs non étatiques sont encouragés à accompagner l'État dans ses réformes. Et puis bien sûr, il y a un lien très grand entre l'éducation et la santé. Et comme on est en période de Covid-19 et qu'on doit tous travailler ensemble très fort, c'est vraiment bon d'être ici et de parler de ce genre de communication entre les différents ministères, entre les différents secteurs, alors le secteur de la santé et le secteur de l'éducation. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Donc nous, au niveau de la BCG, nous nous engageons quand même à accompagner cette dynamique de changement. Et la proposition qu'on pourrait faire ici, c'est d'impliquer tout le secteur privé, les banques, la téléphonie, les pétroliers et tous, pour qu'ensemble, qu'on puisse faire une synergie d'action en fonction des informations que pourront nous produire le ministère de l'Éducation pour qu'ensemble qu'on puisse vraiment mener des actions en ligne. Les échanges autour de la thématique ont permis de faire germer des idées novatrices en vue de l'amélioration du système éducatif. Déjà, comme résultat, on note l'engagement du ministère de l'Éducation nationale à renforcer les cantines scolaires, intégrer l'enseignement de l'anglais dès le primaire et finaliser le projet de construction des lycées scientifiques. Toujours dans l'actualité, un nouveau conseil d'administration pour l'ONG Mérite International Guinée. Ces volontaires qui œuvrent en faveur du développement bénéficient désormais de l'appui de l'État et de la société civile. Ceci pour promouvoir la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Reportage signé Bernard Tonguino. Ils sont connus pour leur participation régulière aux actions de développement communautaire et de consolidation de la paix. Les volontaires du Mérite international de la jeunesse guinéenne s'engagent à dynamiser leur présence sur le terrain. Pour ce faire, la structure renouvelle son conseil d'administration au cours de ses congrès électifs. Le Mérite international de la jeunesse est un programme d'éducation non formelle des jeunes de 14 à 25 ans à travers lequel le jeune découvre soi-même, se développe personnellement, apprend l'autodépendance, la persévérance et développe l'esprit de responsabilité envers lui-même et la communauté, ce qui vient augmenter et améliorer leurs compétences civiques et citoyennes. Au cours de cette assemblée générale, de nouvelles volontés s'expriment pour accompagner cette structure de volontariat international afin de produire plus de résultats positifs sur le terrain. Des hauts cadres de l'administration publique et de la société civile sont élus au sein du conseil d'administration du Mérite international de la jeunesse guinéenne.
Le programme Mérite International qui est un programme d'éducation non formelle de la jeunesse. Donc je suis très honorée de pouvoir être partie prenante à l'encadrement et à l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. Donc nous aurons le rôle d'accompagner et aussi de faire en sorte que le plan d'action que nous mettrons en œuvre puisse être une réalité. Le travail de développement auquel nous aspirons ne peut se réaliser que dans la formation, dans l'éducation, dans l'instruction. Je pense que c'est ce travail qui nous est confié tous ensemble et je mettrai tout en œuvre pour partager avec ces jeunes mon expérience d'enseignant, mon expérience d'acteur de la société civile et mon expérience d'acteur politique et de député national. Ce samedi, des distinctions sont décernées aux jeunes volontaires qui se sont le plus distingués sur le terrain. Le Mérite International de la jeunesse guinéenne est une organisation internationale de volontariat axée sur un programme d'éducation non formelle. Une éducation portant notamment sur la découverte de soi-même, le développement personnel, l'altruisme et l'esprit de responsabilité envers soi-même et envers la communauté. La promotion de la paix, notamment en cette période post-électorale, anime aussi les partenaires au développement de la région forestière. Le PNUD appuie la formation de plus de 200 jeunes initiés par le ministère de la Citoyenneté. Objectif, doter ces acteurs à la base des outils nécessaires en matière de prévention et de règlement de conflits. Reportage Mamadou Salioupaï. La Guinée, à l'instar d'autres pays de la sous-région, tend vers les élections présidentielles du 18 octobre 2020. Souvent, ces échéances électorales sont émaillées de scènes de violence qui aboutissent aux morts d'hommes avant, pendant et après ces consultations. Toutes choses qui affectent la cohésion nationale et la paix dans le pays. C'est la raison du lancement de ce projet conjoint PNUD, Share for Common Ground et le gouvernement guinéen qui vise à la consolidation de la paix à Conakry et dans la région forestière. Toute initiative prise par nous ou d'autres acteurs et partenaires sont bonnes à prendre pour notre département. Donc c'est dans le cadre de ce projet, comme vous l'avez dit, d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies locales des acteurs de paix que nous venons lancer aujourd'hui, rappeler aux uns et aux autres la responsabilité de tous dans le maintien de la paix et de la quiétude dans notre pays, ce qui est le gage de tout processus de développement. En recevant un tel projet à une période aussi décisive que la veille des consultations présidentielles, nous ne pouvons que le saluer, ce projet. C'est pourquoi je vous invite à une attention soutenue pendant cette formation. Financé à plus de 2 millions de dollars par le secrétariat de consolidation de la paix, PBF, pour une durée de 2 ans, cette phase pilote du projet va soutenir une implication active et structurée des leaders locaux jeunes et femmes dans la prévention des conflits afin de réduire le risque d'instrumentalisation des communautés et des jeunes par des acteurs politiques et renforcer ainsi leur résilience au conflit. Le projet vise la consolidation des synergies locales, des infrastructures sociales de paix. Il y a 50 qui ont été installées au niveau des communes rurales et urbaines de la région, des communes à risque de conflits et de violences. Et au niveau de chaque chef-lieu de préfecture, une synergie préfectorale a été installée. Et au niveau de la région, il y a la synergie régionale d'acteurs de paix qui a été mise en place. Ce projet novateur va permettre au gouvernement de mettre en place l'architecture de paix pour le renforcement de la citoyenneté adoptée en Conseil de ministres le 26 avril 2019 dans le souci de la préservation de l'unité nationale et la cohésion sociale. Volet coopération de ce journal, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a reçu en audience le diplomate espagnol José Leandro Guardela. Les deux personnalités ont mis un accent particulier sur les bonnes relations existantes entre nos deux pays. Le film de l'audience avec sergent-chef Aboubacar Kamanou.
Après 3 ans d'activité diplomatique sur le sol guinéen, la mission de l'ambassadeur d'Espagne en Guinée prend fin dans notre pays. José Leandro Gordiola a été reçu ce vendredi en audience par le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Nous avons passé en revue nos relations bilatérales, que je crois sont excellentes. C'est aussi la possibilité pour mon successeur de continuer dans la voie d'amélioration et de coopération intense entre le ministère de la Défense et notre pays. Et je crois qu'il y a des projets qui sont en marche, qui malheureusement ont été freinés à cause de la pandémie, mais qui vont reprendre, je l'espère, bientôt. L'Espagne et la Guinée entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines, dont entre autres le domaine militaire et celui de la santé. Depuis son arrivée, il a contribué au renforcement de la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines, et surtout dans le domaine militaire. Dans le cadre de la formation, par exemple, la gendarmerie et beaucoup d'autres aspects, et même aujourd'hui le renforcement des capacités grâce à la coopération avec l'Espagne. C'est un ami de la Guinée, c'est un ami parce que sur tous les plans, il s'est impliqué dans les moments les plus difficiles pour vraiment appuyer le gouvernement guinéen. Avant la crise sanitaire mondiale, l'Espagne avait dans son plan d'action la construction de 3 hôpitaux en Guinée. Un projet qui sera réalisé dès après la pandémie de Covid-19. Je vous l'annonçais dans le titre, il existe désormais au ministère de la Santé une unité d'appui à la gestion et à la coordination des projets. La mise en place de cette structure vise à améliorer la gestion de l'aide extérieure allouée aux différents programmes de ce département stratégique. Les partenaires techniques étaient ce week-end dans les locaux de l'organe, ceci pour voir les dispositions prises pour l'atteinte des objectifs. Compte rendu, ça Amara Tolno. Dans les locaux de l'unité d'appui à la gestion et à la coordination des projets, le ministre de la Santé et les partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies. La délégation visite les installations de ces nouveaux organes mis en place par le département de la Santé et ses partenaires. Sa vocation, favoriser une meilleure gestion et coordination des financements extérieurs. Tous les partenaires, certains partenaires se sont du moins décidés à appuyer le ministère de la Santé, notamment la Banque mondiale et l'OMS, il y a le Fonds mondial, qui ont appuyé la mise en place de cette unité de gestion qui va à coup sûr aider le ministère de la Santé à une gestion transparente et efficiente des fonds destinés à la gestion de ces 10 programmes. Devant les cadres du département de la santé et les représentants des institutions internationales, le coordinateur de la nouvelle unité expose les prérogatives de son service et les stratégies à mettre en place pour l'atteinte des objectifs. L'idée, c'est d'avoir une unité qui va permettre une meilleure gestion dans un panier commun de tous les financements extérieurs qui arrivent. Donc c'est une mutualisation qui va entraîner plus d'efficience, plus de redevabilité mutuelle entre le département de la santé et ses partenaires. Ces nouveaux outils devraient favoriser une meilleure collaboration entre le département de la santé et les institutions internationales dans la gestion des projets de santé. L'association des scouts de Guinée vient de tenir sa rencontre annuelle à Conakry. Les délégués ont parlé du bilan de leur mouvement, de ses difficultés ainsi que de ses perspectives. Un autre moment fort de ces retrouvailles, c'est la présentation de la Fondation du scoutisme de Guinée, une instance de mobilisation des fonds pour le fonctionnement du mouvement. Reportage Martin Fansinaduno. L'association des scouts de Guinée réunit les jeunes et les adultes de toutes les obédiences religieuses. Ils sont pour la plupart catholiques et musulmans. Tous sont formés aux techniques d'autonomisation à travers les modules de montage de projets et d'éducation. Nous réunissons les jeunes surtout dans le cadre de l'éducation parce qu'il y a tellement de jeunes qui sont là, qui ne savent pas que faire. Donc nous les réunissons pour leur donner une vision, leur permettre d'être autonomes, découvrir beaucoup de choses qui vont aller dans leur épanouissement. Après le lancement de l'année pastorale,
À Koya, il y a des mois, le commissariat national du mouvement échange avec les délégués régionaux sur le niveau d'exécution des activités planifiées. Nous avons tous fusionné en une seule association scout dans laquelle musulmans, chrétiens, tout le monde se trouve désormais. Nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place d'abord les activités sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, s'agissait de quoi en fait? Il s'agissait de mettre en place les structures des différentes associations qui vont désormais mener à bien le leadership de l'association des scouts de Guinée. Ces jeunes s'engagent à contribuer au développement de leur communauté. Ils concentrent leurs efforts sur la bonne gouvernance, le renforcement des capacités et les finances. Culture avec cette nouvelle apparition de l'Harmattan Guinée, Tarika Alpha Molabé, où le combattant est le saint, signé Ibrahima Diaka Diallo et Cheikh Ahmed Tidjane Diallo, un document qui met en lumière un pan de l'histoire du Fouta théocratique entre le XVIIe et le XIXe siècle. Le récit avec Mikini Moussa Kamara, Djene Yansani. Mamadou Selou Diallo, connu sous le sobriquet de Karamoko Alpha Molabé, est né vers 1692 à Djouba, dans la sous-préfecture de Djountou. Une localité de l'Elouma est le personnage central de ce livre de 203 pages. Cet érudit était une figure de l'expansion de l'islam au Fouta Diallo. Ses œuvres sont interprétées dans cet ouvrage de Ibrahima Daka Diallo et Cheikh Ahmed Tidjane Diallo. Le duo est le descendant direct de Karamoko Alpha Molabé. Le livre Tarika Karamoko Alpha Molabé essaie de tracer l'histoire d'un homme qui a posé des jalons importants dans la vie et le devenir de ce que fut le Fouta théocratique d'alors. Il a été le premier à construire la plus grande mosquée du Fouta. Il a participé activement aux différentes rencontres des Dioués. C'est un ouvrage qui est consacré à faire revivre un personnage, Karamoko Alpha Molabé, qui a été à la base de la création du Diwal de l'abbé. Le Diwal, ça veut dire, c'est un peu comme une province en français. Voilà, donc on essaie de suivre son itinéraire pour le vulgariser et ensuite pour que ça soit une source d'inspiration du Guinéen d'aujourd'hui, pour qu'il sache que avant l'arrivée du colon français, la Guinée existait, non pas en tant que Guinée, mais en tant qu'entité organisée, etc., etc., etc. Donc, on ne les a pas attendus pour essayer de se prendre en charge et de se gérer. Par contre, leur arrivée a bouleversé tout l'ordre établi. Buntu, Massina, Fouta, Toro et Timbo étaient parmi les foyers respectés dans le rayonnement de l'islam en Guinée et dans les pays limitrophes. Karamoko Alpha Molabé et son compagnon Alpha Amadou Kolade auraient joué un rôle important dans ce sens. Le Fouta Diallo a d'abord été une terre de conflit géographique pour l'occupation de la terre et culturelle pour le triomphe de la religion islamique, avant de devenir la nation de la diversité et du savoir, la terre d'accueil et du vivre ensemble. Ces deux écrivains révèlent que Karamoko Alpha Molabé avait une armée disciplinée, organisée et équipée. Ces soldats luttaient contre l'adoration des idoles et la colonisation. Et puis nous vous donnons lecture de ce communiqué nécrologique. La présidence de la République a la très profonde douleur de vous annoncer le décès de l'âge Ibrahim Khalil Bayo, secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux de Guinée. Décès survenu le vendredi 4 septembre 2020 à Conakry des suites de maladie. Né le 3 mai 1949 à Cancan, Elhadj Ibrahima Khalil Bayo était un cadre pétri d'expérience de l'administration guinéenne.
La présidence de la République tient à saluer la mémoire d'un homme de conviction qui s'est mis au service de son pays avec dévouement et abnégation et présente par la même occasion ses condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple de Guinée. La date des obsèques fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Que l'âme d'Elhadji Ibrahim Khalil Bayo repose en paix. Amen. Signé la présidence de la République. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.